Elles ont disparu en 1945 d'un pensionnat indien aux États-Unis. Leur disparition est passée inaperçue pour la plupart des gens durant cette période chaotique. Mais une personne, leur frère aîné biologique, n'a jamais abandonné ses recherches. Après 40 ans, il fait une découverte choquante, une trouvaille inquiétante qui allait tout changer et révéler la sombre vérité de ce qui se passait réellement durant cette époque de l'histoire américaine. Le vent du désert balayait la poussière et les regrets à travers Whispering Rock, Nouveau-Mexique, tandis que Thomas Riedelk, âgé de 58 ans, était assis à côté de son camping-car rouillé de 1971. Nous étions en 1985, et après 4 décennies de recherche, il s'était arrêté ici, épuisé, brisé et s'accrochant à ses souvenirs. Thomas, bien que son nom de naissance fût Haskiyagi et que le pensionnat l'eût baptisé Tommy, étalait le journal jauni sur ses genoux avec la révérence d'un homme manipulant des reliques de sacré. Ce journal avait 40 ans, mais il le traitait comme s'il avait été imprimé hier. Le titre disait « Pensionnat indien, forger l'avenir radieux de l'Amérique » et en dessous, une photographie qui hantait ses rêves depuis 4 décennies. 3 jeunes filles étaient assises sur les marches en bois du porche d'une petite chapelle, leurs cheveux noirs tressés soigneusement, leurs robes en coton blanc repassées et propres pour les caméras. Derrière elles, légèrement flou mais incontestablement présent, se tenait un prêtre en robe noire, tenant une Bible. Thomas connaissait chaque détail de cette photographie. La façon dont les mains de Sarah étaient repliées sur ses genoux. Comment les épaules de Naomi s'inclinaient légèrement à cause d'une ancienne blessure. L'expression sérieuse sur le visage de la petite Eva qui la faisait paraître plus âgée que ses 8 ans. Ce n'était pas leur vrai nom, bien sûr. Le pensionnat les avait dépouillés de ceux-ci, comme de tout le reste. Sarah était née Nazli, signifiant « elle coule autour » en dîner. Choix de leur grand-mère, parce que l'enfant était né pendant les inondations de printemps. Naomi était Élise, elle est précieuse, et Eva était Hélène, joie. Elles avaient opté ses petites sœurs, arrachées à leur famille de Cottonwood Bluffs quand le Bureau des Affaires indiennes était venu avec ses papiers, ses promesses et ses mensonges. Thomas prit une longue gorgée de bière, laissant le liquide amer faire descendre des souvenirs encore plus amers. Il avait 14 ans quand ils étaient advenus chercher les 4 enfants, utilisant l'arrestation de leur père comme justification. Leur père avait résisté lorsque des fonctionnaires gouvernementaux avaient tenté de saisir leurs terres ancestrales, et leur mère était morte en donnant naissance à Hélène, laissant les enfants vulnérables à la politique d'assimilation fédérale qui balayait le pays indien comme une peste. Pupilles de l'État, les avait-on appelés, comme si être rendus orphelins était une sorte de cadeau. Le pensionnat indien de Sainte-Gertrude avait été leur prison pendant des années. Les garçons et les filles étaient strictement séparés, ce qui signifiait que Thomas voyait rarement ses sœurs, sauf pendant la messe matinale obligatoire et les dévotions du soir. Même alors, leur parler en dîner était interdit, passible de jours enfermés dans le sous-sol, ou pire, de coups qui laissaient des marques cachées sous leurs uniformes. Mais le pire jour, celui qui le réveillait encore en sueur froide, avait été en 1945, quand il avait 18 ans. La Seconde Guerre mondiale se terminait, mais la discrimination contre les peuples autochtones restait aussi vive que jamais. L'école se préparait depuis des semaines pour ce qu'ils appelaient une visite de presse. Thomas se souvenait comment ils avaient aligné les enfants comme des produits dans une vitrine, les plus jeunes placés bien en évidence parce que leurs grands yeux et leurs expressions effrayées se photographiaient bien. Ses sœurs avaient été spécifiquement choisies pour la séance photo en raison de ce que le prêtre appelait leur beauté innocente et leur peur évidente, que les journaux interprétaient comme de la révérence. Les journalistes étaient venus avec leurs appareils photo encombrants et leurs carnets,
posant des questions scénarisées sur la gratitude et le salut, tandis que les prêtres acquiesçaient avec approbation. Ils avaient pris des dizaines de photographies, y compris celles maintenant étalées sur les genoux de Thomas. Le lendemain, ses sœurs avaient disparu. Ils s'en étaient rendus compte d'abord pendant la messe du matin, lorsque leurs places habituelles dans la section des filles étaient restées vides. Quand la dévotion du soir était arrivée et qu'elle n'était toujours pas apparue, la panique s'était installée. Il avait approché les gardiens, demandant désespérément des nouvelles de ses sœurs, mais ils avaient refusé de répondre. Au lieu de cela, il l'avait battu pour son insolence, l'avait enfermé dans le sous-sol pendant 3 jours et lui avait dit d'oublier qu'il avait jamais eu des sœurs. Mais Thomas ne pouvait pas oublier. Quand les coups s'étaient intensifiés et qu'aucune information n'arrivait, il s'était échappé. À 18 ans, il était techniquement un adulte, et les efforts de recherche à moitié convaincus de l'école n'avaient duré que quelques jours. Il n'y avait pas eu d'affiches d'enfants disparus, pas de véritables enquêtes policières, juste la compréhension tacite qu'un garçon indien de plus avait disparu dans le vaste paysage américain et que personne en position d'autorité ne s'en souciait particulièrement. Pendant 40 ans, il avait erré dans le sud-ouest dans son camping-car, suivant des murmures et des rumeurs, montrant cette photographie de journal à quiconque voulait bien regarder. Il avait survécu grâce à des petits boulots, travaux de construction quand son dos pouvait le supporter, petites réparations contre de l'argent, et occasionnellement un refuge pour vétérans, bien qu'il n'ait jamais servi dans l'armée. Whispering Rock avait été sa maison pendant la dernière décennie, non pas parce qu'il avait trouvé une trace de ses sœurs, mais parce qu'il avait finalement abandonné. La ville était mourante, tout comme lui, et cela semblait un endroit approprié pour attendre la fin. La bouteille de bière fit un son creux, alors que les dernières gouttes disparaissaient dans sa gorge. Thomas jura à voix basse, pliant soigneusement le journal et le replaçant sur le siège passager où il vivait. Ses mains étaient plus stables quand il avait quelque chose à boire, plus stables quand les souvenirs n'étaient pas si vifs autour des bords. Il grimpa sur le siège conducteur et tourna la clé, écoutant le moteur tousser comme un vieil homme s'éclaircissant la gorge. La boutique d'alcool n'était qu'à 10 minutes, la seule boutique d'alcool dans cette petite ville fatiguée, et Martha serait derrière le comptoir, comme toujours. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Tommy entra, et Martha Dane leva les yeux de derrière le comptoir avec un sourire qui contenait une chaleur authentique. Elle avait la soixantaine, les cheveux gris tirés en arrière, dans un chignon soigné, et des yeux bienveillants qui avaient vu assez de la vie pour comprendre la souffrance sans jugement. « Tommy », dit-elle, sa voix portant un léger accent espagnol. « Laisse-moi deviner, la bière s'est encore épuisée. » Il parvint à lui rendre un faible sourire. Martha était l'une des rares personnes à Whispering Rock qui le traitait comme un être humain, plutôt que comme un autre Indien ivrogne à éviter. Leur amitié s'était développée lentement au cours des dernières années, construite sur de petites conversations et un respect mutuel. « Tu me connais trop bien, Martha », répondit Tommy, se dirigeant vers le réfrigérateur à l'arrière du magasin. Il sélectionna 6 bouteilles de bière, les moins chères disponibles, et les apporta au comptoir. Alors qu'il tendait la main vers son portefeuille, le cœur de Tommy s'effondra. Les billets froissés dans sa poche s'élevaient à moins de la moitié de ce dont il avait besoin. Il avait oublié l'argent qu'il avait dépensé en essence la semaine précédente, et son prochain chèque d'invalidité n'était pas dû avant 5 jours. Martha le regarda compter et recompter les billets, son expression devenant inquiète. « Tommy, » dit-elle doucement, « tu as l'air malade et fatigué. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? » Tommy haussa les épaules, embarrassé par sa pauvreté évidente et la façon dont l'alcool était devenu le centre de son existence. « L'argent est serré en ce moment.
Je reviendrai quand mon chèque arrivera. » Mais Martha se pencha en avant, ses mains jointes sur le comptoir. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, ce à quoi tu fais face. J'ai vu le journal que tu portes, vu la douleur dans tes yeux. Peut-être pourrais-tu venir à l'église avec moi ce dimanche? Tu as l'air d'en avoir besoin. » Le premier instinct de Tommy fut de refuser. Il avait appris les enseignements catholiques au pensionnat, mémorisé d'innombrables prières et passages bibliques, mais il n'avait jamais trouvé de réconfort dans la religion. Si quoi que ce soit, le christianisme lui rappelait tout ce qui lui avait été pris. Il avait également abandonné depuis longtemps sa spiritualité traditionnelle Navajo, se sentant déconnecté des deux mondes. « L'Église n'est pas un endroit pour quelqu'un comme moi, Martha, » dit-il doucement. « Je ne suis pas religieux, et je ne pense pas que ton Dieu voudrait de moi là-bas. » Mais les yeux de Martha brillaient de détermination. « En écoute, si tu viens à l'église avec moi et que tu restes pour tout le service, je t'achèterai ces 6 bouteilles de bière. Et si tu n'es toujours pas convaincu que cela t'a aidé, j'ajouterai 2 bouteilles supplémentaires. » Tommy la regarda avec scepticisme. « Tu essaies de me soudoyer avec de l'alcool pour aller à l'église? N'est-ce pas contre les règles catholiques ou quelque chose comme ça? » Martha rit, un son comme des cloches d'argent. « Peut-être que oui, mais parfois Dieu agit de manière mystérieuse. Et parfois, les gens ont besoin d'un petit encouragement pratique pour ouvrir leur cœur à des possibilités qu'ils n'avaient pas envisagées. » L'offre était tentante, plus que tentante. 8 bouteilles de bière pour assister à un service religieux semblait un échange raisonnable, d'autant plus qu'il n'avait rien d'autre à faire de son dimanche. Et la sincérité de Martha était difficile à ignorer. « D'accord, » dit-il finalement. « Mais je tiens à être clair, je fais cela pour la bière, pas pour le salut. » Le sourire de Martha s'élargit. « C'est honnête au moins. Le service commence dans 30 minutes à la paroisse des Saintes Martyrs du désert. Ce n'est pas loin d'ici, c'est simplement la route principale vers les montagnes, et tourne à gauche à la grande croix en bois. Peux-tu rester sobre pendant 30 minutes? » Tommy envisagea de demander juste une bière maintenant pour calmer ses nerfs, mais quelque chose dans l'expression de Martha le fit reconsidérer. « D'accord, je te retrouverai là-bas. » De retour dans son camping-car, Tommy chercha parmi ses quelques possessions quelque chose d'approprié à porter à l'église. Son t-shirt le plus propre était encore taché et usé, mais il ferait l'affaire. Il s'aspergea le visage d'eau d'une cruche en plastique, peigna ses cheveux grisonnants avec ses doigts et essaya de se rendre présentable. Alors qu'il conduisait vers la paroisse des Saintes Martyrs du désert, Tommy se demandait dans quoi il s'embarquait. L'église était un bâtiment modeste avec des murs en adobe et une simple croix en bois montée au-dessus de l'entrée. Plusieurs voitures étaient garées dans le parking en gravier et il pouvait voir des gens dans leurs habits du dimanche se diriger vers les portes principales. Tommy gara son camping-car, délabré à côté d'une berline impeccable, et se sentit immédiatement gêné par le contraste. Mais Martha apparut à son côté dès qu'il descendit, son visage rayonnant de bienvenue. « Merci d'être venu, Tommy, » dit-elle, passant son bras sous le sien. « Je pense que c'est exactement ce dont tu as besoin. » À l'intérieur de la paroisse des Saintes Martyrs du désert, la lumière de l'après-midi filtrait à travers de simples vitraux, projetant des ombres colorées sur des bancs en bois qui avaient vu des décennies de culte et de prière. L'église était modeste mais bien entretenue, avec des murs en adobe blanchis à la chaux et un simple autel en bois orné de fleurs fraîches du désert. Tommy suivit Martha jusqu'à un banc près du fond, conscient de ses vêtements usés et de la légère odeur de bière qui lui collait probablement malgré ses tentatives de se nettoyer. Il s'affala sur le siège en bois dur, les bras croisés, attendant impatiemment que le service se termine pour pouvoir réclamer sa bière promise. Quand la congrégation se leva pour l'hymne d'ouverture, Tommy se leva à contre-cœur,
marmonnant des paroles dont il se souvenait à moitié de ses jours de pensionnat. Quand ils s'assirent, il s'assit. Quand ils s'agenouillèrent, il resta assis, s'attirant quelques regards désapprobateurs qu'il ignora. Le prêtre qui s'approcha de l'autel était un homme dans la cinquantaine, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants. « C'est le père Murphy », chuchota Martha. « Il est ici depuis 15 ans, un homme bien. » Tommy acquiesça distraitement, mais quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la pièce, juste en dessous de l'autel, se tenait un groupe de religieuses qui semblait quelque peu différent de ce à quoi il s'attendait. Il les montra à Martha, qui suivit son regard avec intérêt. « D'habitude, les religieuses ne sont pas là, » chuchota-t-elle en retour. « Et elles portent des habits de couleurs différentes, plus longs aussi, différents des religieuses de cette église. On dirait qu'il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui. » Les religieuses portaient des robes noires qui descendaient jusqu'au sol, leurs visages partiellement obscurcis par leur voile. Il y avait quelque chose d'austère dans leur présence, une sévérité qui rappelait inconfortablement à Tommy le pensionnat. Mais il y avait aussi autre chose. La plupart d'entre elles semblaient être des femmes autochtones, leurs traits familiers d'une manière qui lui serrait la poitrine avec une émotion inattendue. Le sermon du père Murphy passait sur Tommy comme un bruit de fond. Il captait des fragments sur la foi et la persévérance, sur le plan de Dieu se révélant de manière inattendue. Mais son attention continuait de dériver vers les religieuses, se tenant silencieusement à côté de l'autel. Il y avait quelque chose dans leur immobilité qui semblait presque surnaturel, comme si elles étaient des statues plutôt que des femmes vivantes. Lorsque le service était presque conclu, le père Murphy fit une annonce qui ramena Tommy à l'attention. « Avant de nous séparer aujourd'hui, je veux informer tout le monde d'une opportunité spéciale. Les Sœurs des Servantes de Sainte-Innocence visitent notre Église dans le cadre de leur tournée annuelle des églises catholiques à travers le Nouveau-Mexique. Elles sont ici pour offrir des prières de guérison, et tous ceux qui ressentent le besoin de prière sont invités à les recevoir. » Martha poussa doucement Tommy. « Tu devrais t'approcher des sœurs, » dit-elle. « Ce serait bon pour toi. » Tommy secoua la tête. « Rentrons, j'ai rempli ma part de la promesse. Allons au magasin, Martha. » Mais alors qu'il commençait à se diriger vers la sortie, le père Murphy s'approcha d'eux. Il reconnut Martha et sourit chaleureusement. « Martha, quel plaisir de te voir. Et qui as-tu amené avec toi aujourd'hui? » Martha présenta Tommy, et le prêtre tendit sa main avec une chaleur authentique. « C'est merveilleux de vous avoir ici, Thomas. Je ne pense pas vous avoir vu à nos services auparavant. » Tommy se surprit à répondre, malgré son intention de rester distant. « Cela fait un moment que je ne suis pas allé à l'église. Je le faisais quand j'étais dans un pensionnat. J'ai presque oublié tous ces enseignements bibliques. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui m'a donné une certaine inspiration. » Quelque chose dans la manière de Tommy encouragea le père Murphy à poursuivre la conversation. Peut-être était-ce la douleur qui vivait derrière ses yeux ou la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Mais le prêtre semblait reconnaître une âme ayant besoin de guérison. Tandis qu'il parlait, Tommy se trouva à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il confia sa lutte avec l'alcool, ses batailles avec une douleur qui ne semblait jamais finir, bien qu'il évitât soigneusement de mentionner ses sœurs disparues. Cette blessure était trop profonde, trop personnelle pour être partagée avec un étranger, aussi bienveillant soit-il. Quand Tommy eut terminé, le prêtre parla doucement des religieuses en visite. « Les Sœurs des Servantes de Sainte-Innocence mènent des vices très solennels, » expliqua-t-il. « Elles sont entièrement dévouées à la prière et à l'enseignement catholique. Elles ont fait vœu de silence et de célibat, et elles n'interagissent pas avec le public, sauf pendant leur mois de guérison.
cet événement annuel lorsqu'elle visite des églises à travers le Nouveau-Mexique. Il fit un geste vers les figures en robe noire. Vous n'avez même pas besoin de leur parler. Écrivez simplement votre demande de prière sur l'un des formulaires, allumez une bougie et mettez votre demande dans la boîte où elles se tiennent. Elles prieront pour ces demandes lorsqu'elles retourneront à leur monastère. Puis, dans quelques semaines, elles écriront des réponses au dos des formulaires de prière pour délivrer le message de Dieu. L'Église vous retournera ces papiers. Tommy considéra cela, intrigué malgré lui. Donc, les religieuses écriront exactement ce que Dieu leur dit pour chaque demande de prière individuelle. C'est exact, confirma le père Murphy. Martha l'encouragea à nouveau, et Tommy trouva sa curiosité piquée. Il n'avait jamais entendu parler de quelque chose de tout à fait comme cela auparavant. Peut-être pourrait-il demander à Dieu au sujet de ses sœurs où elles pourraient être. Cela semblait valoir la peine d'essayer, d'autant plus que cela ne nécessitait pas d'engagement réel de sa part. Alors, il marcha vers l'avant de l'église, ses pas résonnant légèrement sur le carrelage. À une petite table, il trouva des formulaires de prière et un stylo. Son écriture était tremblante, alors qu'il écrivait son nom et sa demande, les mots venant d'un lieu de désespoir qu'il se permettait rarement de reconnaître. Guidé par l'une des sœurs silencieuses, il alluma une bougie, la flamme dansant dans l'air immobile de l'église. Il se signa maladroitement, le geste semblant étranger après tant d'années loin de la religion formelle. Puis s'approcha de la boîte où les 5 religieuses montèrent la garde. De près, il pouvait voir que la plupart des religieuses avaient effectivement des traits autochtones, et cette vue le remplissait d'émotions contradictoires. Cela lui rappelait trop vivement le pensionnat, la façon dont les enfants autochtones avaient été forcés de participer à leur propre destruction culturelle. Mais il y avait aussi autre chose, une familiarité qu'il n'arrivait pas tout à fait à situer. La boîte de prière était presque pleine, et Tommy dut presser fermement son formulaire plié pour le faire entrer. Ce faisant, il leva les yeux vers la religieuse se tenant le plus près de la boîte, et se sentit obligé de parler. « Si vous avez raison à ce sujet, dit-il doucement, si votre Dieu est plus fort que nos esprits traditionnels, alors il devrait être capable de me dire où sont mes 3 sœurs disparues. S'il le fait, je serai un catholique dévoué pour le reste de ma vie. » Tommy sourit légèrement, espérant se connecter avec ces femmes qui partageaient tant son héritage. Mais aucune des religieuses ne lui rendit son sourire. Cependant, il remarqua que leurs expressions changèrent subtilement quand il mentionna ses sœurs disparues. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, peut-être un niveau d'empathie, mais il ne pouvait pas l'interpréter. Alors qu'il se retournait pour marcher vers Martha et le père Murphy, Tommy jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Il vit la religieuse qui avait attiré son attention soulever la lourde boîte de prière pour la porter dans une pièce latérale. Elle boitait visiblement en marchant, favorisant sa jambe droite, et trébucha presque sous le poids de la boîte. Lorsqu'elle atteignit la porte et l'ouvrit, une rafale de vent de l'extérieur attrapa son habit, le faisant flotter contre son visage. Pendant juste un moment, Tommy aperçut clairement sa tempe gauche, et son cœur s'arrêta presque. Là, partiellement cachée par son habit, se trouvait une cicatrice épaisse et surélevée, courant le long de ses favoris gauches. Cette vue frappa Tommy comme un coup physique. Naomi portait une cicatrice au même endroit. Un souvenir du jour où elle avait essayé de protéger la petite Eva d'une religieuse particulièrement cruelle, maniant une règle en bois. Tommy avait appris l'incident des semaines plus tard, quand Naomi lui avait chuchoté l'histoire après la messe du matin, sa voix tremblante de douleur et de peur remémorée. Tommy commença à appeler, sa bouche s'ouvrant pour former le nom de sa sœur, mais la porte se ferma avec un léger clic avant qu'il ne puisse émettre un son.
Le moment passa, le laissant figé au milieu de l'allée, son cœur battant d'un mélange d'espoir et d'incrédulité. Une autre sœur s'approcha de lui et lui fit signe silencieusement d'avancer, montrant la petite file de personnes qui s'étaient formées derrière lui. Tommy marmonna une excuse et força ses pieds à le porter, là où Martha et le père Murphy attendaient, son esprit tourbillonnant avec l'impossible possibilité qu'il venait de voir sa sœur perdue depuis longtemps. Tommy retourna là où Martha et le père Murphy se tenaient près de l'autel, son esprit encore sous le choc de ce qu'il avait vu. « Désolé de vous avoir fait attendre », dit-il, sa voix légèrement instable. « J'ai vu l'une des religieuses boiter, et cela a attiré mon attention. Ça m'a rappelé quelque chose du passé. » L'expression du père Murphy devint préoccupée. « Êtes-vous bien? Vous semblez pâle. » Tommy prit une profonde inspiration, réalisant que le moment était venu de partager ce qu'il avait gardé enfoui si longtemps. « Père, j'ai besoin de vous dire quelque chose. J'avais 3 sœurs, et elles ont disparu depuis 40 ans. Elles ont été enlevées de notre pensionnat, le pensionnat indien de Sainte-Gertrude à Cottonwood Bluffs. » Les yeux du prêtre s'élargirent avec sympathie. « Enlevées? Que s'est-il passé? » « C'était en 1945, continua Tommy, les mots venant plus facilement maintenant qu'il avait commencé. Il y a eu une visite de presse, des journalistes prenant des photos de l'école pour montrer comment le programme d'assimilation fonctionnait bien. Après ce jour, mes sœurs ont simplement disparu. Les responsables de l'école ne voulaient rien me dire. Quand j'ai continué à poser des questions, ils m'ont battu et enfermé. Il s'arrêta, rassemblant ses forces. J'ai vérifié le pensionnat des années plus tard. Il est abandonné maintenant, tombant en ruine. Mais la douleur de les avoir perdus ne m'a jamais quitté. Les mains de Tommy tremblaient légèrement, tandis qu'il parlait. Nous venions d'une famille autochtone, Navajo. D'abord, nous avons été séparés de notre père quand ils l'ont arrêté pour avoir résisté à la saisie des terres. Puis, j'ai été séparé de mes sœurs. Je les cherche depuis, mais je n'ai jamais trouvé aucune trace d'où elles sont allées. Le père Murphy posa une main douce sur l'épaule de Tommy. Je ne peux pas imaginer l'angoisse que vous avez portée toutes ces années. Quelle orientation cherchez-vous? Comment pardonner? Demanda Tommy, sa voix se brisant. Comment avancer au-delà de tout cela? La colère, la perte, je bois pour oublier, mais ça ne disparaît jamais vraiment. Le père Murphy resta silencieux un moment, considérant soigneusement ses mots. « Avez-vous déjà entendu parler d'Abraham dans la Bible ?» demanda-t-il finalement. Il a attendu des décennies que Dieu accomplisse sa promesse d'un fils. Abraham a dû apprendre la patience et la foi, même quand tout semblait sans espoir. Parfois, le timing de Dieu n'est pas notre timing, mais ses réponses viennent. Le prêtre fit un geste vers l'avant de l'église, où Tommy venait de soumettre sa demande de prière. Je crois vraiment que vous devriez attendre la réponse de Dieu à la prière que vous venez de faire. De nombreux membres de ma congrégation ont reçu des réponses des servantes, et ils les ont trouvées remarquablement précises et significatives. Peut-être est-ce ainsi que Dieu vous parlera finalement de vos sœurs. Tommy sentit une étincelle d'espoir, mais son esprit était aussi plein de questions. « Père, pouvez-vous m'en dire plus sur ces religieuses, les servantes de Sainte Innocence qui a fondé leur ordre, et pourquoi la plupart d'entre elles semblent-elles être des femmes autochtones? » Le comportement du père Murphy changea notablement. Le fondateur était le père Milford. Il est décédé il y a de nombreuses années. Son fils, le père Milford II, poursuit maintenant le ministère. Nous ne sommes pas autorisés à en parler. Ce sont des missions sacrées. Mais pourquoi la plupart des religieuses sont-elles autochtones? Insista Tommy. Et où est leur monastère? J'aimerais leur rendre visite pour mieux comprendre leur travail.
Le prêtre secoua fermement la tête. « Je ne peux pas fournir d'informations sur l'emplacement de leur monastère. Les servantes sont un groupe de mission catholique très privé et recluse. Elles gèrent ce qu'elles appellent un sanctuaire pour les femmes en prière et pénitence. Elles ont fait des vœux stricts de silence et pratiquent une modestie extrême. Pas de contact, pas de visiteurs. Elles sont complètement coupées du monde extérieur, sauf pour ces visites annuelles d'église. » Tommy sentit qu'il y avait plus que le père Murphy ne lui disait pas, mais le langage corporel du prêtre indiquait clairement que la conversation était terminée. Martha s'avança, brisant le silence gêné. « Eh bien, Tommy, je pense qu'il est temps que je remplisse ma part de notre marché, » dit-elle avec un sourire. Ils s'excusèrent auprès du père Murphy et marchèrent sur le parking. La chaleur de l'après-midi miroitait sur le gravier alors qu'ils atteignaient leur véhicule. « Je te retrouverai au magasin, » dit Martha, montant dans sa voiture. Tommy conduisit son camping-car à travers les rues poussiéreuses de Whispering Rock, son esprit bouillonnant de tout ce qui s'était passé. À la boutique d'alcool, Martha tint sa promesse, lui remettant 8 bouteilles de bière avec une douce admonition. « Essaie de ne pas finir les 8 en un jour, » dit-elle gentiment. « Et peut-être pouvons-nous retourner à l'église la semaine prochaine? » Tommy acquiesça distraitement, ses pensées encore sur la religieuse boiteuse et sa cicatrice distinctive. De retour à son camping-car, il remarqua un morceau de papier coincé sous son essuie-glace. Il le retira et vit que c'était un dépliant annonçant la tournée annuelle des églises des servantes de Sainte-Innocence, avec un calendrier des prochaines visites à diverses églises à travers le Nouveau-Mexique au cours des semaines à venir. Tommy plia le dépliant sans le lire complètement et ouvrit une de ses bières. Alors qu'il démarrait le moteur de son camping-car et prenait une longue gorgée, il passa devant la paroisse des Saintes Martyrs du désert une fois de plus. Cette fois, il vit les 5 religieuses sortir de l'église et monter dans une fourgonnette blanche ordinaire. Un jeune bénévole de l'église portait plusieurs boîtes, vraisemblablement contenant les demandes de prière, et les chargeait dans le compartiment arrière de la fourgonnette. La curiosité l'emporta sur le plan initial de Tommy, de retourner à son lieu de stationnement habituel. Il sortit à nouveau le dépliant, espérant trouver une adresse pour le monastère, mais il n'y avait rien d'autre que des instructions pour visiter les églises sur leur calendrier de tournée pour soumettre des prières. Puisque le père Murphy avait refusé de fournir l'emplacement du monastère, Tommy décida de suivre la fourgonnette et de voir où vivaient réellement ces mystérieuses religieuses. Sa curiosité était alimentée en partie par l'espoir de découvrir plus sur la religieuse boiteuse, mais plus profondément par un besoin de comprendre pourquoi tant de femmes autochtones avaient rejoint cet ordre catholique reclus. Peut-être que quelqu'un là-bas avait vu ses sœurs, ou peut-être qu'elles en étaient même devenues membres. Il espérait seulement que ces femmes avaient trouvé une vie meilleure que celle dont il se souvenait du pensionnat. Il était environ 1h de l'après-midi lorsque Tommy commença à suivre la fourgonnette hors de Whispering Rock. Il resta bien en arrière, gardant plusieurs longueurs de voiture entre eux pour éviter la détection. La fourgonnette se dirigea vers l'est en direction des montagnes, et à mesure qu'il s'éloignait de la ville, le paysage devenait de plus en plus désolé. Des buissons rabougris et des herbes jaunes s'étendaient à perte de vue vers des pics lointains, rompus seulement par un poteau de clôture, patiné occasionnel ou une ferme abandonnée. Après près d'1 heure de conduite à travers ce terrain isolé, Tommy aperçut quelque chose d'inattendu au loin. Un grand complexe, entouré d'une clôture grillagée, surmonté de ce qui semblait être des drapeaux de prière plutôt que des fils barbelés. Une porte solide bloquait l'entrée, et à côté se tenait un petit poste de garde. Tommy quitta la route et se gara derrière un groupe de buissons du désert, regardant la fourgonnette blanche approcher la porte. Un jeune homme amérindien sortit du poste de garde, stoïque et alerte, scrutant la zone avec suspicion
avant d'ouvrir la porte pour laisser entrer la fourgonnette. Depuis sa position cachée, Tommy étudia le complexe. Ce n'était rien comme le monastère paisible qu'il avait imaginé. Les bâtiments semblaient usés et utilitaires, plus comme une prison ou un centre de détention qu'un lieu de contemplation spirituelle. La présence de clôtures et d'un garde armé ne faisait que renforcer cette impression. Alors que la porte se refermait derrière la fourgonnette, Tommy resta caché parmi les buissons, sa bière se réchauffant dans sa main tandis qu'il essayait de traiter ce qu'il voyait. Tommy resta garé derrière les buissons du désert pendant près d'une demi-heure, observant le complexe pour tout signe d'activité et réfléchissant s'il devait approcher le gardien à la porte. Le soleil de l'après-midi battait sur le toit métallique de son camping-car. Mais à l'extérieur, rien ne bougeait derrière la clôture grillagée, sauf le battement occasionnel des drapeaux de prière dans le vent chaud. Pendant qu'il attendait, Tommy tendit la main vers une petite armoire à côté de son lit de fortune et sortit une vieille boîte à cigares en bois qui avait voyagé avec lui pendant 4 décennies. La boîte était usée, lisse par la manipulation, ses coins arrondis et sa finition décolorée en un brun terne. À l'intérieur se trouvaient les quelques objets précieux qu'il avait réussi à sauver de son ancienne vie, les fragments d'identité que le pensionnat n'avait pas pu détruire. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il soulevait le couvercle. Le premier objet était une collection de photographies scolaires cassantes, leurs bords craquelés et jaunis par l'âge. La plupart montraient des groupes d'enfants en uniformes identiques, leurs visages solennels et distants. Mais il y avait une photo qu'il chérissait par-dessus toutes les autres. Un cliché spontané de ses 3 sœurs, assises ensemble sur les marches du dortoir, pris par un travailleur de cuisine sympathique qui le lui avait donné en secret. Sous les photographies se trouvait sa possession la plus précieuse, un morceau de turquoise serti d'argent, suspendu à un cordon de cuir qui était devenu doux et foncé avec l'usure. Tommy souleva le pendentif avec précaution, sentant son poids familier dans sa paume. Son père avait fabriqué 4 pendentifs identiques, un pour chacun de ses enfants, durant l'hiver avant qu'ils ne soient emmenés. La turquoise était d'un bleu profond, comme un œuf de rouge-gorge, avec des veines de pierre plus foncées, la traversant comme d'anciennes rivières. Tommy retourna le pendentif et traça les symboles navajo gravés au dos du bout du doigt. « Askiyagi », murmura-t-il, son vrai nom, gravé dans l'écriture traditionnelle, qui le reliait à des générations d'ancêtres. Son père lui avait dit que le pendentif le protégerait et l'aiderait à se souvenir de qui il était vraiment. Peu importe à quelle distance il voyagerait loin de chez lui. Le dernier objet dans la boîte était un morceau de papier plié qui ressemblait à des déchets, mais qui avait une valeur inestimable pour Tommy. C'était un vieux menu de déjeuner de la cuisine du pensionnat, imprimé sur du papier bon marché, qui avait d'une manière ou d'une autre survécu à 40 ans de manipulation soigneuse. Mais ce n'était pas le menu lui-même qui importait. C'était ce que Tommy avait dessiné au dos durant l'une des nombreuses nuits sans sommeil dans le dortoir. Le croquis au crayon était décoloré, mais encore clair. Ses 3 sœurs, dans un moment de rare tendresse, avec Naomi tressant doucement les longs cheveux d'Eva, tandis que Sarah était assise à proximité, sa bouche ouverte en chantant. Tommy avait été doué pour le dessin, et dessiner avait été sa seule échappatoire à la dure réalité de la vie en pensionnat. Il avait créé cette image de mémoire après une soirée où il avait aperçu ses sœurs ensemble pendant la chapelle, capturant un moment d'amour et de sororité que la discipline rigide de l'école ne pouvait pas complètement supprimer. Maintenant, comparant le croquis à son souvenir de la religieuse boiteuse à l'église, Tommy sentit son cœur s'accélérer. Les yeux avaient la même forme, la bouche avait la même courbe douce, et le plus révélateur de tous était la cicatrice distinctive sur la tempe gauche. Naomi avait reçu cette cicatrice
en défendant la petite Eva d'une religieuse particulièrement cruelle, qui l'avait battue avec une règle en bois. La blessure avait mal guéri, laissant une marque épaisse et surélevée qu'aucune quantité de temps ne pouvait effacer. Sa contemplation fut interrompue par le son de la porte du complexe s'ouvrant. Tommy leva les yeux pour voir une voiture plus petite, une berline modeste, sortir de l'établissement. Alors que la porte s'ouvrait largement, il perçut brièvement la cour intérieure. 2 silhouettes en habits noirs se tenaient près du bâtiment principal. Et même de cette distance, Tommy pouvait voir qu'elles s'embrassaient. L'une d'elles semblait s'essuyer les yeux, et l'autre lui caressait doucement le dos dans un geste de réconfort. Avant que Tommy ne puisse traiter ce qu'il voyait, une troisième silhouette, quelqu'un en vêtements ordinaires, apparut et guida fermement les 2 religieuses vers le bâtiment. La porte se referma avec un claquement métallique, coupant sa vue. Tommy fronça les sourcils, perturbé par ce qu'il avait vu. Pourquoi des religieuses dans un supposé sanctuaire pleureraient-elles? Il était certain qu'il n'était pas ivre. Il n'avait bu que la moitié d'une bière, et il n'hallucinait pas. La berline qui était partie disparaissait maintenant autour d'un virage dans la route, trop loin pour que Tommy la suive. Au lieu de cela, il glissa le pendentif de turquoise autour de son cou, le laissant reposer contre sa poitrine où son père avait eu l'intention qu'il soit porté, et sortit de son camping-car. La marche jusqu'à la porte du complexe prit plusieurs minutes à travers le terrain accidenté du désert. Alors qu'il approchait, le jeune gardien Navajo sortit de son poste de garde, sa main reposant négligemment, mais significativement, sur ce qui semblait être une radio. « Vous ne pouvez pas être ici », dit fermement le gardien. « C'est une propriété privée, pas d'accès public. » Tommy leva les mains paisiblement. « Je ne cherche pas d'ennui, frère. Je veux juste savoir si c'est vraiment le monastère des servantes de Sainte-Innocence. J'aimerais parler avec le père Milford. » Les yeux du gardien se rétrécirent. « Qui êtes-vous et pourquoi cherchez-vous le père Milford? Son bureau n'est pas ici. Il est à Santa Dolorosa. Seules les sœurs vivent ici. » Au lieu de répondre directement, Tommy sortit le pendentif de turquoise de sous sa chemise, le laissant capter la lumière de l'après-midi. L'expression du gardien changea immédiatement, alors qu'il reconnaissait l'artisanat traditionnel navajo et les symboles sacrés gravés dans la monture en argent. Ils se regardèrent pendant un long moment, 2 hommes autochtones debout dans le désert, comprenant tous 2 la signification de ce qui pendait autour du cou de Tommy. Dans la croyance d'inné, la turquoise était sacrée et protectrice, une connexion à la terre et au ciel qu'aucune quantité de suppression culturelle ne pouvait briser. « Je ne peux pas beaucoup vous aider, » dit finalement le gardien, sa voix plus basse maintenant. « Même si vous êtes un frère, mais si vous voulez des réponses, vous devez parler directement au père Milford II. Son bureau est à Santa Dolorosa. » Il pointa vers la route de montagne. « Suivez cette route vers l'est sur environ 30 miles. Ne dites à personne que je vous ai donné l'adresse. » Le gardien jeta un regard nerveux vers les bâtiments du complexe. « Vous devez partir maintenant. Ce n'est pas un bon endroit pour un homme autochtone de traîner autour. » Tommy commença à s'éloigner, mais quelque chose le fit s'arrêter. « Frère, les sœurs sont-elles en sécurité ici? J'en ai vu certaines à l'église aujourd'hui. La plupart étaient des femmes autochtones comme nous. Et juste maintenant, j'ai vu des religieuses pleurer à l'intérieur de votre porte. Sont-elles en sécurité ici ou autre chose? » Le visage du gardien devint complètement de pierre, mais Tommy pouvait voir la peur vaciller dans ses yeux. « Nous jouons tous nos rôles ici, » dit-il doucement. « Mon rôle est de garder ma bouche fermée et de garder en sécurité tous ceux qui me sont chers. C'est tout ce que je peux vous dire. » Sa voix devint urgente. « Partez maintenant,
Je vous ai assez aidé. » Tommy le remercia et retourna à son camping-car. Le trajet jusqu'à Santa Dolorosa conduisit Tommy à travers des routes de montagnes sinueuses qui coupaient entre des formations de roches rouges et une végétation désertique clairsemée. Alors que son camping-car grimpait vers les altitudes plus élevées, l'air devenait légèrement plus frais, bien que le soleil de l'après-midi brilla toujours au-dessus, avec une intensité impitoyable. Quand il atteignit finalement les abords de Santa Dolorosa, un étrange sentiment de familiarité le submergea. Quelque chose dans le paysage, dans l'arrangement des bâtiments nichés contre le flanc de la montagne, déclencha un souvenir d'il y a des décennies. Alors qu'il conduisait dans la rue principale, sa suspicion fut confirmée quand il aperçut plusieurs panneaux routiers usés, qui n'avaient pas été mis à jour. Des vestiges portant l'ancien nom de la ville, Cielo Seco. Tommy s'arrêta et fixa l'un des vieux panneaux, les souvenirs l'inondant. Il avait été ici 20 ans auparavant, durant sa recherche désespérée de ses sœurs, quand il avait conduit à travers le sud-ouest. À cette époque, il avait rencontré un homme gentil, un chercheur ou scientifique de quelque sorte, qui collectait des échantillons de plantes dans les montagnes. Tommy avait exploré un canyon étroit, suivant une rumeur sur des enfants autochtones disparus, quand il avait failli tomber dans un profond gouffre. L'étranger avait saisi son bras et l'avait tiré vers la sécurité, lui sauvant probablement la vie. Le souvenir était doux amer, un rappel des rares moments de gentillesse humaine qu'il avait rencontrés durant ses longues années de recherche. Mais il le mit de côté maintenant, se concentrant sur sa mission actuelle. Il devait trouver le bureau du père Milford II. Le camping-car de Tommy manquait d'essence, et son portefeuille contenait à peine assez d'argent pour remplir le réservoir pour le voyage de retour à Whispering Rock. Il envisagea d'acheter une carte locale à une station-service, mais décida qu'il ne pouvait pas se permettre cette dépense. Au lieu de cela, il s'arrêta à plusieurs entreprises pour demander des directions, décrivant l'adresse que le gardien lui avait donnée. Après près d'1 heure de recherche et de questions, Tommy localisa finalement le bâtiment. Il était sur une rue résidentielle tranquille, en bordure de la ville, et son cœur s'arrêta quand il vit la même berline, qui avait quitté le complexe plutôt garé directement devant. Le bâtiment lui-même n'était pas ce que Tommy avait attendu pour un bureau religieux. Plutôt qu'un bâtiment administratif d'église formelle, c'était une modeste maison, d'un étage avec des murs en adobe et un toit de tuiles rouges, le genre de résidence qui pourrait appartenir à n'importe quelle famille de classe moyenne dans la région. Tommy gara son camping-car de l'autre côté de la rue et étudia la berline. À travers ses fenêtres, il pouvait voir qu'elle était vide, bien que le capot du moteur suggérât qu'elle avait été conduite récemment. Il toucha le pendentif de turquoise à sa gorge pour le courage et s'approcha de la porte d'entrée de la maison. Son plan était simple, demander directement au père Milford au sujet des femmes autochtones dans son monastère. Si le prêtre avait travaillé avec des communautés autochtones pendant des années, peut-être avait-il entendu parler de 3 sœurs qui avaient disparu d'un pensionnat des décennies auparavant. C'était un coup dans l'eau, mais Tommy avait appris à poursuivre toutes les pistes possibles. Il frappa fermement sur la porte en bois, s'attendant à attendre que quelqu'un réponde. Au lieu de cela, la porte bougea légèrement sous la pression de ses coups, s'ouvrant vers l'intérieur de quelques centimètres. La maison était déverrouillée. « Bonjour », appela Tommy, poussant la porte plus largement. « Père Milford, je suis ici au sujet du monastère. Pouvons-nous parler ?» Aucune réponse ne vint de l'intérieur de la maison. Tommy hésita, sachant qu'il commettait techniquement une violation de domicile. Mais quelque chose dans la situation semblait ne pas aller. La porte déverrouillée et le silence complet suggérèrent des problèmes. Il entra, continuant d'appeler, alors qu'il pénétrait dans un modeste salon avec des meubles simples et des œuvres d'art religieuses sur les murs.
C'est alors qu'il remarqua les traînées de terre sur le sol, de longues taches de boue et de poussière qui menaient de la porte d'entrée plus profondément dans la maison, comme si quelqu'un avait été traîné. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» appela Tommy à nouveau, suivant la piste de terre le long d'un couloir étroit. Les traînées étaient accompagnées de ce qui ressemblait à des égratignures rouges sur les murs blancs, des marques qui auraient pu être faites par des ongles s'accrochant pour tenir. La piste le conduisit à travers la maison jusqu'à une porte arrière qui était partiellement ouverte, sur la nature sauvage derrière la propriété. Juste à l'extérieur, taillé dans la formation rocheuse naturelle du flanc de la montagne, se trouvait un ensemble d'escaliers en pierre descendant dans ce qui semblait être une cave souterraine ou une grotte, le genre d'espace qui pourrait être utilisé pour le stockage du vin, pensa initialement Tommy. Mais ensuite, il entendit des sons qui lui glacèrent le sang. La voix d'une femme, pleurant et suppliant, le craquement de ce qui semblait être un fouet ou une lanière de cuir, et sous tout cela, la voix d'un homme récitant des passages bibliques d'un ton à la fois fervent et menaçant. Le Seigneur punira les méchants et abattra les faux dieux, tonna la voix. La discipline purifie l'âme et conquiert les esprits païens qui corrompent les fidèles. Tommy s'approcha furtivement de l'ouverture de la grotte, son cœur battant. À travers l'entrée de pierre, il pouvait voir la lumière vacillante des bougies et du mouvement, des ombres dansant contre les murs rugueux. Les cris de la femme devenaient plus désespérés, ponctués par le son des coups. Quand Tommy vit une silhouette bouger à la bouche de la grotte, quelqu'un en robe religieuse montant les escaliers, il sut qu'il avait trébuché sur quelque chose de bien plus sinistre qu'il n'avait imaginé. Ce n'était pas un lieu saint de prière et de contemplation. C'était un lieu de torture et d'abus. Tommy se retourna et courut, se déplaçant aussi rapidement et silencieusement qu'il le pouvait, à travers la maison et par la porte d'entrée. Ses mains tremblaient alors qu'il démarrait son camping-car et s'éloignait, son esprit courant avec les implications de ce qu'il avait vu. Il avait besoin d'aide, et il en avait besoin immédiatement. Le poste de police était facile à trouver. Un petit bâtiment près du centre-ville avec 2 voitures de patrouille garées à l'extérieur. Tommy se gara dans le parking, prit une profonde inspiration et se prépara à signaler ce qui pourrait être l'information la plus importante de sa vie. Tommy fit irruption par les portes du poste de police de Santa Dolorosa, son cœur battant encore de ce qu'il avait vu à la maison du père Milford. Le petit bâtiment sentait le café éventé et la fumée de cigarettes avec des lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. 2 officiers étaient assis à des bureaux métalliques, levant les yeux avec une légère irritation à l'interruption. « J'ai besoin de signaler un crime », dit Tommy haletant. « Il y a une femme torturée dans une cave souterraine à la maison du père Milford II. J'ai entendu des cris, des sons de fouet. Quelqu'un doit y aller tout de suite. » L'officier plus âgé, un homme corpulent aux cheveux grisonnants et portant un badge de shérif, examina Tommy de haut en bas avec un dédain évident. « Doucement, chef. Quel est à votre nom et qu'est-ce exactement que vous prétendez qu'il s'est passé? » Tommy expliqua rapidement ce qu'il avait vu à la modeste maison, décrivant les traînées de terre, les égratignures rouges sur les murs et les sons horribles venant de la chambre souterraine. Alors qu'il parlait, il pouvait voir les expressions des officiers devenir plus sceptiques. « Vous sentez l'alcool ?» interrompit le shérif, plissant le nez. « Combien avez-vous bu aujourd'hui? »« J'ai bu une bière, il y a des heures, » protesta Tommy. « Ce n'est pas le problème. Il y a une femme blessée en ce moment, et vous devez... » « Attendez, » interrompit le jeune officier. « Vous parlez du père Milford II, le prêtre catholique? » « Oui, écoutez, je sais comment cela sonne, mais j'ai vu... » Le shérif se leva brusquement, son visage rougissant de colère. « Maintenant, écoutez-moi bien, espèce de Navajo fou. Le père Milford II est l'un des hommes les plus respectés dans cette ville.
Il ne ferait pas de mal à une mouche, encore moins torturer quelqu'un. Et ces religieuses dont vous délirez, elles sont toutes en sécurité dans leur monastère, dans les montagnes. Personne ne les a jamais vues en ville, encore moins dans une cave souterraine. Tommy sentit son désespoir monter. « S'il vous plaît, envoyez juste quelqu'un vérifier la maison. Cela prendra 5 minutes pour vérifier. » « C'est une accusation assez grave que vous faites ici, » dit le shérif, sa voix prenant un ton menaçant. « Vous parlez d'entrer par effraction dans une propriété privée, faisant des allégations diffamatoires sur un homme de Dieu. Vous admettez être entré dans sa maison sans permission. Je pourrais vous détenir maintenant pour violation de propriété. » « Je n'ai pas fait d'effraction, » insista Tommy. « La porte était déverrouillée, et j'ai entendu quelqu'un en détresse. N'avez-vous pas l'obligation d'enquêter? » Le shérif marcha vers une étagère le long du mur où des objets religieux étaient exposés. Une croix en bois, une statue de la Vierge Marie, des chapelets et plusieurs photographies encadrées. Il prit 2 des photos et les tendit pour que Tommy puisse les voir. « Celui-ci est le père Milford, le fondateur de la mission, » dit le shérif, pointant vers la première photo. « Décédé il y a environ 15 ans. Et celui-ci est son fils, le père Milford II, qui continue l'œuvre sainte de son père. » Le sang de Tommy se glaça alors qu'il fixait la seconde photographie. Le visage qu'il regardait était incontestablement le même homme de sa coupure de journal chéri. Le prêtre qui s'était tenu derrière ses 3 sœurs sur le porche de la chapelle, 40 ans auparavant. Plus âgé maintenant, avec des cheveux gris et des lignes plus profondes autour des yeux, mais définitivement la même personne. Cette ville a été bénie avec la paix depuis que le père Milford II a eu sa révélation que Dieu voulait que nous changions notre nom de Cielo Seco à Santa Dolorosa, continua le shérif avec révérence. Nous avons eu le taux de criminalité le plus bas du comté depuis. Cet homme est pratiquement un saint. Tommy réalisa avec une horreur croissante que les forces de l'ordre local adoraient essentiellement le père Milford II. Toute accusation contre le prêtre serait rejetée automatiquement, indépendamment des preuves. La voix du shérif devint froide et définitive. « Je vous avertis une dernière fois, quittez cette ville et ne revenez pas. Si vous faites une autre accusation folle comme celle-ci, je vous ferai détenir pour trouble à l'ordre public et faux rapport. Sortez d'ici avant que je ne change d'avis sur le fait de vous laisser partir. » Tommy quitta le poste de police avec ses mains tremblantes d'adrénaline et de frustration. Dans son camping-car, il essaya de stabiliser sa respiration et de penser clairement. Les autorités locales étaient inutiles, pire qu'inutiles. Elles étaient aveuglées par la dévotion au prêtre. Il avait besoin d'aide de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Tommy conduisit jusqu'à la station-service la plus proche et trouva une cabine téléphonique à l'extérieur. De sa boîte à gants, il récupéra un carnet d'adresses usé qu'il avait porté pendant des années et feuilleta les pages jusqu'à ce qu'il trouve le numéro qu'il cherchait. Clyde Yazzie, le chercheur dont il avait sauvé la vie 20 ans auparavant dans ces mêmes montagnes. Avec des doigts tremblants, Tommy composa le numéro et attendit une réponse. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Résidence Yazzie. Clyde, c'est Tommy, Thomas Redelk. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 20 ans près de Cielo Seco. Tu faisais une sorte de travail de recherche dans les montagnes. Je ne suis pas sûr si tu te souviens de moi. Il y eut une pause. Tommy, Jésus, d'où appelles-tu? Et tu es toujours dans la région. Je suis à Santa Dolorosa. J'ai réalisé qu'ils avaient changé le nom de Cielo Seco. Clyde, j'ai besoin de ton aide. Je cherche toujours mes sœurs et je pense que j'ai trouvé quelque chose. Il y a un prêtre catholique nommé Père Milford II et j'ai été témoin de lui torturant une femme dans une cave souterraine à sa maison. La voix de Clyde devint sceptique. Tommy, c'est une accusation sérieuse.
Es-tu sûr de ce que tu as vu? Je suis mortellement sérieux. J'ai entendu une femme crier, le son d'un fouet, et ce prêtre récitant des versets de la Bible sur la punition des païens. Quand j'ai essayé de le signaler à la police locale, ils m'ont complètement rejeté. Ils adorent ce prêtre. M'ont dit de quitter la ville où ils m'arrêteraient. Écoute, je ne sais pas. Clyde interrompit Tommy, sa voix devenant désespérée. Il y a 20 ans, tu collectais des échantillons de plantes près de ce système de canyon. J'ai attrapé ton bras quand tu as failli tomber dans le gouffre. J'ai sauvé ta vie. Tu m'as dit que si j'avais jamais besoin de quoi que ce soit, je pourrais t'appeler. Eh bien, je réclame cette dette maintenant. La ligne devint silencieuse pendant un long moment. Quand Clyde parla à nouveau, son ton était entièrement différent. Où es-tu en ce moment? Station-service sur la route principale, à travers Santa Dolorosa, la station Chevron. J'y serai dans 10 minutes, ne bouge pas. Fidèle à sa parole, Clyde arriva rapidement dans une camionnette poussiéreuse. Il était plus âgé maintenant, ses cheveux principalement gris et son visage patiné par 2 décennies de soleil du sud-ouest. Mais Tommy le reconnut immédiatement. Clyde sortit de son camion et s'approcha de la cabine téléphonique où Tommy attendait. « Dis-moi tout », dit Clyde sans préambule. Tommy raconta toute l'histoire, le service religieux, la religieuse boiteuse avec la cicatrice distinctive, suivant la fourgonnette jusqu'au complexe, rencontrant le gardien et finalement assistant à la torture dans la maison du père Milford. Alors qu'il parlait, il regardait l'expression de Clyde changer de scepticisme à préoccupation, puis à alarme pure. La police locale ne nous aidera pas parce qu'ils sont pratiquement dans la poche de ce prêtre, conclut Tommy. Quand j'ai vu sa photographie au poste de police, je l'ai reconnu d'une photo de journal que je porte depuis 40 ans. C'est le même prêtre qui était au pensionnat de mes sœurs le jour où elles ont disparu. Clyde acquiesça gravement. Tu as raison à propos de la police locale. Ils n'aideront pas 2 hommes Navajo à porter des accusations contre un prêtre catholique respecté. Mais nous avons d'autres options. Nous devons contacter le département de police de la nation Navajo. Ils ont juridiction quand des crimes impliquent des membres tribaux, et ils peuvent forcer les autorités locales à agir. Tu connais quelqu'un là-bas? Mon cousin Joe travaille pour la police tribale. Il gère le travail de liaison avec les forces de l'ordre local. Laisse-moi l'appeler. Clyde entra dans la station-service pour utiliser le téléphone, tandis que Tommy attendait dehors, faisant les 100 pas nerveusement. Le soleil commençait à plonger vers les montagnes occidentales, projetant de longues ombres à travers le paysage désertique. Chaque minute qui passait signifiait plus de souffrance potentielle pour quiconque était détenu dans cette chambre souterraine. Après 15 minutes, Clyde émergea avec une expression grave. Joe est en route avec une équipe. Il a dit que ce genre de situation, impliquant des institutions religieuses et des membres tribaux disparus, nécessite une enquête immédiate. Ils nous retrouveront à la maison du prêtre. Mais il nous a avertis de rester en arrière et cachés, de les laisser gérer. Nous retournons là-bas. Nous devons être témoins. Et si cette femme est vraiment ma sœur? Clyde laissa la phrase inachevée. Je ne suis pas sûr, Clyde, si c'est ma sœur ou non, mais elle a besoin d'aide. Ils décidèrent de prendre la camionnette de Clyde au lieu du camping-car voyant de Tommy. Alors qu'ils conduisaient vers la maison du père Milford, Tommy sentit son cœur martelé contre ses côtes. Après 40 ans de recherche, il pourrait enfin avoir des réponses, bien que les circonstances soient bien plus horribles que tout ce qu'il avait imaginé. Ils se garèrent derrière un groupe d'arbustes du désert à environ 100 mètres de la maison, se positionnant là où ils pouvaient observer sans être vus. La même berline était toujours garée devant, et des lumières étaient visibles à travers les fenêtres. Là, chuchota Clyde, pointant vers la maison. 2 hommes en vêtements blancs, le genre porté par certains ordres religieux,
portait une silhouette inerte vers la berline. Même à distance, Tommy pouvait voir que la femme portait l'habit noir d'une religieuse. Sa tête reposait contre l'épaule d'un homme, et des taches sombres étaient visibles à la fois sur ses vêtements et sur les vêtements blancs des hommes. « Du sang », souffla Tommy, regardant son visage. Le nez et les joues de la femme étaient maculés de sang, et elle semblait à peine consciente. Les hommes luttaient pour soutenir son poids alors qu'ils approchaient de la voiture, ayant clairement l'intention de la transporter quelque part. Avant qu'ils ne puissent la charger dans le véhicule, le son de sirène approchante résonna dans l'air du désert. Les deux hommes se figèrent, regardant frénétiquement autour d'eux, alors que 3 véhicules apparaissaient sur la route. 2 unités marquées du département de police de la nation Navajo et un SUV non marqué. « C'est Joe », dit Clyde, pointant vers un homme grand sortant du véhicule de tête. Tommy et Clyde émergèrent de leur cachette et approchèrent la scène. Clyde dirigea Tommy vers son cousin, un homme à l'air sérieux dans la quarantaine, portant un uniforme de police tribale. La confrontation qui suivit fut tendue et chaotique. Le père Milford sortit de la maison, arborant un masque d'indignation vertueuse alors qu'il faisait face aux officiers tribaux. Il était exactement comme Tommy se souvenait de la photo du journal, bien que plus âgé et portant des vêtements civils tachés de ce qui semblait être du sang. Ceci est une propriété privée appartenant à l'Église catholique, déclara le père Milford. Vous n'avez pas juridiction ici. Cette femme est un membre de notre communauté religieuse, recevant des conseils spirituels. Monsieur, nous avons des rapports d'agression et de possibles enlèvements impliquant des membres tribaux, répondit fermement Joe. Nous devons parler avec cette femme et examiner les lieux. En quelques minutes, la police locale de Santa Dolorosa arriva, forcée de répondre à la présence des autorités tribales. Le shérif qui avait rejeté Tommy plus tôt semblait mortifié de se retrouver au milieu d'une confrontation juridictionnelle, impliquant son bien-aimé prêtre. Le père Milford continua à protester, revendiquant le sanctuaire religieux et insistant que la chambre souterraine n'était qu'une cave à vin pour le vin de communion. Mais quand les officiers tribaux aidèrent la femme blessée à sortir de la voiture, son état devint indéniable. Elle était si faible qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Du sang couvrait son visage et ses habits étaient déchirés et tachés. Tommy s'approcha, son cœur battant alors qu'il étudiait le visage de la femme. Malgré les blessures et le passage de 4 décennies, il la reconnut immédiatement. La cicatrice distinctive sur sa tempe gauche, la forme de ses yeux, la façon dont elle tenait sa bouche, même dans la douleur. « Élise », appela-t-il, utilisant son nom Navajo. La tête de la femme se tourna faiblement au son, et quand ses yeux parvinrent à se concentrer sur le visage de Tommy, elle murmura. Brisant son vœu de silence pour la première fois en 40 ans, elle parla en dîner hésitant. « Frère, Askiyagi, Tommy. » Tous les présents, officiers de police, autorités tribales, même le père Milford, regardèrent dans un silence choqué. Tommy s'avança, des larmes coulant sur son visage. « C'est l'une de mes 3 sœurs disparues, » annonça-t-il au groupe assemblé. Elle a disparu du pensionnat indien de Sainte-Gertrude il y a 40 ans. Les services d'urgence médicale furent immédiatement appelés. La police et les officiers tribaux fouillèrent donc la maison et la chambre souterraine, revenant 20 minutes plus tard avec le père Milford et ses 2 assistants menottés. Alors que le prêtre était conduit à une voiture de patrouille, il se tourna vers Tommy avec une haine venimeuse dans les yeux. « Vos faux dieux ancestraux sont impuissants contre la vraie foi, » cracha-t-il. « Vos croyances païennes corrompent les âmes pures que j'essayais de sauver. » Un officier plaça une main ferme sur la tête du père Milford et le poussa sur le siège arrière avant qu'il ne puisse en dire plus.
Quand l'équipe médicale arriva, elle commença à examiner Naomi avec son consentement. « Je ne suis plus une religieuse à partir de ce moment », leur dit-elle fermement. « Faites ce que vous devez faire. » Les ambulanciers découvrirent des marques fraîches de fouet sur son dos, ses bras et ses jambes, des signes clairs d'abus prolongés et systématiques. Alors qu'ils administraient des liquides Swipe à Naomi, Joe s'approcha de Tommy et Clyde, qui se tenaient près de l'ambulance. « Nous avons fouillé cette chambre souterraine, » dit Joe, son visage grave. « C'est profondément troublant. Il y avait du vin de communion là-bas, et il semble qu'il l'ait forcé à le boire tout en l'abattant. Mais ce n'est pas la partie la plus étrange. » Naomi, entendant cela, acquiesça faiblement. Il nous faisait boire du vin pour ouvrir nos esprits à recevoir des messages divins. Quand nous ne pouvions pas produire les réponses qu'il a licence qu'il voulait, il nous punissait. Il y a une grande statue de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, continua Joe. Mais il y a aussi un petit aménagement pour des rituels spirituels traditionnels navajo. C'est comme s'il mélangeait des croyances autochtones avec le catholicisme. Naomi confirma ceci avec un rire amer. Nous étions forcés de fournir des réponses aux demandes de prières individuelles, comme celles que tu as soumises à l'Église. Ils croyaient que les femmes autochtones avaient des connexions spéciales au monde spirituel et étaient meilleures pour communiquer avec la Vierge Marie. Clyde se couvrit la tête avec dégoût. C'est mal à tellement de niveaux. Seules les religieuses autochtones étaient battues, continua Naomi, sa voix devenant plus claire. Les religieuses blanches n'étaient jamais touchées. Ils nous donnaient du vin et nous forçaient à méditer en état d'ivresse, prétendant que cela nous aiderait à recevoir des visions. Quand j'ai refusé de boire, voulant rester sobre pour recevoir des messages authentiques de Dieu, il m'a puni sévèrement. Tommy saisit la main de sa sœur. « Qu'en est-il de Sarah et Eva? Sont-elles en sécurité? » « Elles ont appris à jouer selon ces règles, » dit doucement Naomi. « Elles sont toujours au monastère. Elles ont simulé des messages spirituels pendant des années pour éviter la punition, tout comme tout le monde. » Elle fit une pause, perdue dans le poids du souvenir. « C'est plus facile de comprendre ce que les gens cherchent quand ils écrivent leurs prières. » Ajouta-t-elle sa voix lourde d'expérience. « Tommy, est-ce que les pièces se mettent en place? » « Je pense que j'ai peut-être vu certaines à la porte du complexe. »« 2 femmes pleurant, » dit-il, l'incertitude dans sa voix. « Cet endroit ne ressemblait même pas à un monastère pour moi quand je l'ai vu pour la première fois. » Joe posa une main rassurante sur l'épaule de Tommy. « Nous coordonnons avec les autorités de l'État pour fouiller le monastère dans les montagnes. Nous amènerons Sarah et Eva à toi à l'hôpital. » Alors que Naomi était chargée dans l'ambulance, Tommy grimpa à côté d'elle. Clyde suivit dans son camion alors qu'il conduisait vers l'hôpital régional, les sirènes hurlant à travers le soir désertique. La salle d'attente du centre médical régional était un espace stérile, rempli de chaises en plastique inconfortables et de l'odeur antiseptique qui imprégnait tous les hôpitaux. Tommy était assis à côté de Clyde, les 2 hommes traitant encore l'énormité de ce qui venait de se dérouler. Naomi avait été précipitée dans la zone de traitement d'urgence immédiatement à son arrivée, l'équipe médicale travaillant rapidement pour évaluer ses blessures et évacuer l'alcool de son système. « Une vie pour une vie, » dit doucement Tommy, fixant ses mains. « Maintenant, tu as aidé à sauver mes sœurs. » Clyde acquiesça, se souvenant. C'est ainsi que cela devrait être, des frères Navajo s'aidant mutuellement quand c'est le plus important. Ils passèrent de l'heure suivante à rattraper les décennies intermédiaires. Clyde avait continué son travail de recherche botanique, s'installant finalement à Albuquerque avec sa femme et 2 enfants. Il s'était toujours demandé ce qui était arrivé à l'homme désespéré qu'il avait secouru dans les montagnes, celui qui cherchait ses sœurs disparues avec une détermination féroce. « Je n'ai jamais arrêté de chercher, » admit Tommy.
40 ans à suivre des impasses, des fausses pistes, espérant que chaque femme autochtone que je rencontrais pourrait savoir quelque chose. J'avais abandonné l'espoir, honnêtement. J'étais assis dans ce camping-car à Whispering Rock, juste en attendant de mourir. Une infirmière s'approcha d'eux, un bloc-notes à la main. Êtes-vous la famille de la patiente qui a été amenée de Santa Dolorosa? Oui, dit Tommy, se levant rapidement. Comment va-t-elle? La police est en route pour prendre des déclarations, mais je peux vous dire que nous avons réussi à évacuer l'alcool de son système avec une thérapie IV. Elle a été consciente et alerte maintenant. Nous traitons ses blessures. Elle a plusieurs lacérations correspondant à des coups de fouet, certaines nécessitant des points de suture. Elle va avoir besoin de temps pour guérir, à la fois physiquement et